Bienvenue dans cette nouvelle histoire audio conçue spécialement pour vous aider à vous détendre et à trouver le sommeil. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde de mystère et de suspense avec Hercule Poirot, le célèbre détective créé par Agatha Christie. Ce récit captivant, inspiré de Le meurtre de Roger Ackroyd, vous emportera dans une intrigue pleine de rebondissements tout en restant apaisante pour votre esprit. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous transporter par cette enquête où chaque détail compte. Bonne écoute et surtout, bonne nuit. Dans la paisible ville de Kings Abbot, un drame va bouleverser la vie tranquille des habitants. Roger Ackroyd, un homme riche et influent, est retrouvé mort dans son bureau, poignardé dans le dos. Son neveu, Ralph Patton, est immédiatement suspecté, mais les indices semblent se multiplier dans toutes les directions. Pour résoudre ce meurtre complexe, le docteur Shepard fait appel à Hercule Poirot qui vient de s'installer dans la région. À travers des témoignages contradictoires, des secrets bien gardés et des mensonges tissés depuis des années, Poirot devra déployer toute sa perspicacité pour découvrir la vérité. Mais attention, dans cette affaire, rien n'est ce qu'il paraît être. Chapitre 1. La mort. Dans le silence. La nuit tombait lentement sur Kings Abbot, cette petite ville anglaise nichée au cœur d'un paysage verdoyant où les collines douces se succédaient à perte de vue. Les maisons aux toits rouges s'alignaient paisiblement le long des rues pavées, leurs fenêtres éclairées par des lumières chaudes qui projetaient des rectangles dorés sur le sol humide. Malgré son apparente tranquillité, ce soir-là, un événement tragique allait bouleverser la vie monotone des habitants. Roger Ackroyd, un homme respecté mais quelque peu redouté, vivait dans une grande demeure victorienne perchée sur une colline dominant le village. Propriétaire de vastes terres et d'une fortune considérable, il avait toujours joui d'une position enviable dans la communauté locale. Cependant, derrière sa façade imposante se cachait un homme complexe, dont les relations familiales étaient souvent tendues. Ce soir-là, comme souvent, il avait invité plusieurs personnes pour un dîner intime. Parmi elles figuraient son neveu Ralph Patton, sa belle-fille Flora Ackroyd, ainsi que quelques amis proches. Le repas se déroula dans une atmosphère plutôt pesante. Les conversations étaient entrecoupées de silences gênants, et chacun semblait avoir quelque chose à cacher. Ralph Patton, notamment, attira l'attention de tous lorsqu'il mentionna ses dettes croissantes et son besoin urgent d'argent. « Je ne peux pas continuer comme ça », avait-il lancé avec une pointe de désespoir dans la voix. Roger Ackroyd, bien qu'apparemment impassible, n'avait rien dit, se contentant de fixer son neveu d'un regard froid et calculateur. Après le dîner, les invités commencèrent à partir les uns après les autres. Certains regagnèrent leur quartier, tandis que d'autres s'éclipsèrent discrètement dans les recoins de la maison. Roger Ackroyd, prétextant du travail urgent à terminer, décida de rester dans son bureau. Il aimait passer ces moments de solitude pour réfléchir aux affaires qui l'occupaient, mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Peut-être était-ce le poids des secrets accumulés au fil des années, ou simplement une intuition mal placée, mais il ressentait une certaine agitation qui ne le quittait pas. Vers minuit, alors que la maison était plongée dans un silence presque palpable, une domestique nommée Ursula Bourne monta à l'étage pour apporter une lettre urgente à son maître. Elle frappa doucement à la porte du bureau, mais aucune réponse ne vint. Intriguée, elle poussa légèrement la porte et entra. Ce qu'elle découvrit la glaça sur place. Le corps inerte de Roger Ackroyd gisait sur le sol, une lame plantée et profondément dans son dos. Ses yeux grands ouverts semblaient figés dans une expression de surprise, mêlée d'horreur. L'alarme fut donnée immédiatement et les autorités locales furent rapidement alertées. Le superintendant Raglan, un policier expérimenté mais quelque peu rigide dans ses méthodes, dirigea les premières investigations. Dès les premiers instants, les soupçons se portèrent naturellement sur Ralph Patton.
En effet, des lettres compromettantes avaient été trouvées dans le bureau de Roger Ackroyd, indiquant que Ralph envisageait sérieusement de voler son oncle pour régler ses problèmes financiers. Ces preuves accablantes semblaient confirmer la théorie du meurtre motivé par l'appât du gain. Pendant ce temps, un autre personnage fit son entrée dans l'affaire, Hercule Poirot. Ce petit Belge aux moustaches impeccablement taillées venait tout juste de s'installer dans la région après avoir pris sa retraite. Curieux et doté d'un esprit analytique hors du commun, il accepta de prêter main forte aux forces de l'ordre, non sans réticence initiale. Lorsqu'on lui exposa les faits, il hocha la tête pensivement, ses petites cellules grises déjà à l'œuvre. « Il y a quelque chose qui cloche ici », murmura-t-il, les doigts croisés devant lui. Les apparences te sont trompeuses, et chaque détail compte. C'est ainsi que débuta l'enquête, sous la supervision conjointe du superintendant Raglan et d'Hercule Poirot. Tandis que Raglan s'attachait aux aspects pratiques, collecte de preuves, interrogatoire formel, Poirot préférait adopter une approche plus subtile, basée sur l'observation minutieuse des comportements et des interactions entre les protagonistes. Le docteur James Shepard, médecin de famille et voisin des Ackroyd, se trouva malgré lui impliqué dans l'affaire. C'est lui qui raconta l'histoire dans son journal intime, offrant ainsi une perspective unique sur les événements. Son rôle de témoin privilégié lui permit de suivre de près les développements de l'enquête, tout en nourrissant ses propres suspicions. Les jours passèrent et les témoignages se multiplièrent. Chaque membre de la maisonnée semblait avoir un secret à cacher et les apparences étaient loin d'être limpides. Mrs. Ferrars, la gouvernante austère et effacée, avoua que Roger Ackroyd avait reçu beaucoup de courriers ces derniers temps, certains messages semblant le troubler profondément. Geoffrey Raymond, le secrétaire personnel de Roger, fut également interrogé. Bien qu'il nie toute implication dans le crime, ses réponses évasives suscitèrent davantage de questions que de réponses. Dans ce contexte chargé de mystère, Hercule Poirot continua à assembler les pièces du puzzle, une à une. Chaque indice, aussi infime soit-il, était examiné avec soin. Une empreinte sur un verre, un bruit suspect entendu au moment du meurtre, un changement subtil dans l'attitude d'un témoin, tout cela contribuait à enrichir l'enquête. Mais déjà, on sentait que cette affaire cachait bien plus que ce que les apparences laissaient supposer. Ce premier chapitre marque donc le début d'une enquête labyrinthique, où rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Avec Hercule Poirot à la barre, chaque détail sera minutieusement analysé, chaque mot pesé, chaque geste interprété. Mais déjà, un sentiment persistant de danger planait au-dessus de tous ceux impliqués, comme si le véritable meurtrier n'avait pas encore révélé toutes ses cartes. Chapitre 2. Secret de famille. Les jours qui suivirent la découverte du corps de Roger Ackroyd furent marqués par une agitation inhabituelle dans la paisible ville de Kings Abbot. Les rues étaient plus animées que d'habitude. Les cafés bruissaient de conversations chuchotées et les regards se faisaient plus insistants chaque fois qu'un membre de la maisonnée Ackroyd passait près des badauds. La nouvelle du meurtre avait rapidement fait le tour du village et chacun semblait avoir son opinion sur ce drame tragique. Hercule Poirot, quant à lui, s'était plongé corps et âme dans l'enquête. Installé confortablement dans un fauteuil, au salon du docteur Shepard, il passait des heures à réfléchir, les doigts croisés devant lui, tandis que ses petites cellules grises travaillaient à reconstituer le puzzle complexe que représentait cette affaire. Il avait demandé à rencontrer personnellement tous ceux ayant eu un lien direct avec la victime, afin de recueillir leur version des faits. Chaque conversation était minutieusement notée dans un carnet noir qu'il gardait toujours sur lui. Flora Ackroyd fut l'une des premières à être entendue. Timide et discrète, elle parlait à peine au-dessus d'un murmure, comme si elle craignait que ses mots ne trahissent quelque chose de terrible. Pourtant, lorsqu'elle évoqua sa dernière conversation avec son beau-père, son ton changea légèrement.
Il m'a dit qu'il savait quelque chose de terrible, confia-t-elle à Poirot, les mains tremblantes. Quelque chose qui pourrait bouleverser notre vie à tous. Intrigué, Poirot nota cette information avec soin, sentant déjà que ces quelques mots pourraient s'avérer cruciaux. Ralph Patton, le principal suspect, fut ensuite convoqué. Mal rasé et visiblement nerveux, il soutint fermement son innocence. « Je n'ai pas tué mon oncle », s'écria-t-il, les poings serrés. « Je suis peut-être un mauvais gestionnaire d'argent, mais je ne suis pas un meurtrier. » Ces propos, bien que convaincus, soulevèrent davantage de questions que de réponses. Comment expliquer alors les lettres découvertes dans le bureau de Roger Ackroyd, dans lesquelles Ralph avouait explicitement son intention de prendre ce qui lui revenait de droit? Ces documents semblaient accabler le jeune homme, mais Poirot, avec sa perspicacité légendaire, restait sceptique. Il y avait quelque chose qui clochait, une faille invisible dans ce tableau apparemment clair. Parallèlement, Poirot s'intéressa de plus près à Mrs. Ferrars, la gouvernante austère et effacée qui dirigeait la maison depuis des années. Cette femme, habituellement silencieuse et réservée, semblait ne jamais perdre son calme, même face aux accusations indirectes pesant contre elle. Lorsqu'on lui demanda si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans les derniers jours de Roger Ackroyd, elle hésita longuement avant de répondre. Il était préoccupé, admit-elle finalement, choisissant ses mots avec une prudence calculée. Il recevait beaucoup de courriers ces derniers temps, et certains de ses messages semblaient le troubler profondément. Ces témoignages, juxtaposés les uns aux autres, formaient un puzzle complexe que Poirot tentait désespérément de reconstituer. Chaque morceau apportait une touche différente à l'image finale, mais certains éléments demeuraient encore flous. Pourtant, une certitude grandissait en lui. Derrière ce meurtre se cachait une trahison bien plus profonde que celle d'un héritier impatient ou d'un amant jaloux. Les relations familiales tendues, les secrets bien gardés et les mensonges tissés depuis des années constituaient autant de fils invisibles reliant les protagonistes entre eux. Pendant ce temps, le docteur Shepard continuait à noter scrupuleusement les événements dans son journal. Il observait avec fascination les manœuvres de Poirot, admirant sa manière de traiter les gens avec une politesse exquise, tout en les poussant doucement vers des aveux implicites. Ce jeu subtil entre questions posées et réponses éludées fascinait le médecin, qui se surprit à espérer que l'enquête aboutisse rapidement, simplement pour voir comment Poirot résoudrait ce casse-tête. Mais déjà, de nouvelles informations venaient compliquer l'affaire. Une lettre anonyme envoyée à la police locale accusait Geoffrey Raymond, le secrétaire personnel de Roger Ackroyd. Selon l'auteur de la missive, Geoffrey aurait eu accès facile au bureau de son employeur et aurait pu commettre le crime sans attirer l'attention. Cette accusation, bien que sans fondement apparent, suffit à jeter un nouveau doute sur l'enquête. Geoffrey, interrogé sous pression, resta stoïque, refusant de céder aux insinuations. « Je ne suis peut-être pas parfait, admit-il calmement, mais je ne suis pas un assassin. » Pendant ce temps, Poirot découvrit un détail troublant. Dans le bureau de Roger Ackroyd, un carnet intime avait été retrouvé. Ce journal contenait des notes éparses, des pensées inachevées, et surtout des allusions à des personnes qui semblaient représenter une menace pour lui. « Elle est dangereuse », avait-il écrit à plusieurs reprises, sans préciser de nom. Qui était cette « elle » mystérieuse? Et pourquoi Roger Ackroyd semblait-il si obsédé par cette personne? Les pièces du puzzle continuaient à s'accumuler, formant un tableau de plus en plus complexe. Poirot sentait que la vérité n'était pas loin, mais il savait aussi que chaque mouvement devait être calculé avec soin. Un seul faux pas pourrait compromettre toute l'enquête. Dans cette affaire où chaque personnage semblait avoir un secret à protéger, le danger de se tromper était omniprésent. Alors que les jours passaient, une atmosphère lourde planait sur la maison Ackroyd. Les tensions montaient, les regards se faisaient plus accusateurs et les langues se déliaient peu à peu. Chaque confession, chaque aveu, chaque silence prolongé ajoutait une couche supplémentaire à l'intrigue.
Mais Poirot, imperturbable, poursuivait son investigation avec méthode, persuadé que la vérité finirait par émerger. Ce deuxième chapitre marque donc une étape importante dans l'enquête. Les secrets familiaux refont surface, menant l'investigation vers des directions imprévues. Avec Hercule Poirot à la barre, chaque indice sera minutieusement examiné, chaque mot pesé, chaque geste interprété. Mais déjà, on sent que cette affaire cache bien plus que ce que les apparences laissent supposer. Chapitre 3. Ombres et mensonges. La maison Ackroyd semblait soudainement avoir été enveloppée dans une atmosphère pesante, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Chaque couloir résonnait des échos de secrets enfouis. Chaque pièce portait la marque d'une histoire inachevée. Les ombres du passé se faufilaient entre les meubles anciens et les rideaux tirés, projetant des silhouettes fantomatiques qui semblaient murmurer aux oreilles des protagonistes. Hercule Poirot, imperturbable face à cette complexité croissante, décida de creuser davantage dans le passé de Roger Ackroyd. Il était convaincu que pour comprendre ce meurtre, il fallait remonter aux racines mêmes des tensions familiales et des alliances brisées. Ainsi, il passa plusieurs heures à interroger les habitants du village, espérant découvrir des informations qui auraient pu échapper à ceux proches de la victime. Un nom revint régulièrement dans ses conversations, celui de Mrs. Inglethorpe, une ancienne amie de Roger Ackroyd qui avait disparu mystérieusement quelques années plus tôt. Certains affirmaient qu'elle avait fui après une dispute violente avec Ackroyd, tandis que d'autres insinuaient qu'il pourrait y avoir eu quelque chose de plus sinistre derrière sa disparition. Intrigué, Poirot décida de se rendre chez elle, bien que son adresse actuelle restât inconnue. Mais avant cela, il devait explorer davantage les relations complexes entre les membres de la famille Ackroyd. Flora Ackroyd, la belle-fille de Roger, fut convoquée une nouvelle fois. Cette fois, elle semblait moins réservée, peut-être parce qu'elle sentait que ses propres secrets étaient sur le point d'être dévoilés. « Mon père », commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots, « était quelqu'un de très protecteur, mais aussi de très secret. » Elle expliqua comment Roger Ackroyd avait toujours entretenu une certaine distance avec ses proches, préférant garder certains aspects de sa vie privée hors de portée de tous. Il parlait souvent d'une dette morale qu'il n'avait jamais pu rembourser, ajouta-t-elle, la voix tremblante. Mais il refusait de m'en dire plus. Cette révélation intrigua profondément Poirot. Une dette morale? Qu'avait bien pu faire Roger Ackroyd pour nourrir une telle culpabilité? Et pourquoi ne l'avait-il jamais partagée avec personne? Ces questions tournaient sans cesse dans l'esprit du détective, le poussant à aller encore plus loin dans ses investigations. Ralph Patton, quant à lui, fut interrogé une deuxième fois. Conscient que les preuves contre lui étaient accablantes, il tenta désespérément de prouver son innocence. « Je sais que ces lettres sont compromettantes, » avoua-t-il, « mais elles ne racontent pas toute l'histoire. » Il expliqua alors qu'il avait effectivement des dettes importantes, mais qu'il avait récemment trouvé un moyen de les rembourser grâce à un héritage inattendu. Cependant, il refusa de donner plus de détails sur cette source de revenus, affirmant simplement qu'il voulait éviter tout scandale supplémentaire. Pendant ce temps, Geoffrey Raymond, le secrétaire personnel de Roger Ackroyd, continuait à attirer l'attention. Sa position privilégiée au sein de la maison lui donnait accès à presque toutes les informations concernant la vie de son employeur. Mais ce qui intrigua particulièrement Poirot, ce fut une remarque faite par l'une des domestiques. Geoffrey semblait différent ces derniers jours. Plus nerveux, comme s'il savait quelque chose qu'il ne pouvait pas dire. Ces indices accumulés formaient un tableau de plus en plus complexe. Poirot décida donc de se concentrer sur deux axes principaux. D'une part, la relation ambiguë entre Roger Ackroyd et Mrs. Inglethorpe, et d'autre part, les activités récentes de Geoffrey Raymond. Pour ce dernier, il organisa une perquisition discrète dans son appartement, espérant trouver des preuves tangibles de son implication ou de son innocence.
Ce fut lors de cette fouille que Poirot découvrit un objet troublant. Une clé, ancienne, gravée d'un symbole étrange. Intrigué, il la montra immédiatement au docteur Shepard, qui admit ne jamais avoir vu une telle clé auparavant. Cependant, lorsque Poirot mentionna l'existence d'un coffre-fort dans le bureau de Roger Ackroyd, les pièces commencèrent à se mettre en place. Ce coffre, selon les dires de Mrs. Ferrars, contenait des documents confidentiels que Roger Ackroyd avait refusé de partager même avec ses proches. La question restait donc posée. Que cachait exactement ce coffre? Et pourquoi Geoffrey Raymond possédait-il une clé qui semblait correspondre à cet objet? Les jours suivants furent marqués par une série d'événements inattendus. D'abord, une lettre anonyme fut envoyée au docteur Shepard, contenant des informations explosives sur les relations financières troubles de Roger Ackroyd. Dans cette missive, on apprenait que Roger aurait prêté de grandes sommes d'argent à des personnes peu recommandables, des transactions qui auraient pu entraîner des représailles violentes. Cette révélation bouleversa l'enquête, forçant Poirot à reconsidérer ses hypothèses initiales. Ensuite, une scène dramatique eut lieu lors d'une réunion improvisée dans le salon de la maison Ackroyd. Tous les suspects avaient été invités à assister à cette confrontation, sous prétexte de clarifier certains points de l'enquête. Lorsque Poirot annonça qu'il avait découvert la fameuse clé dans l'appartement de Geoffrey Raymond, ce dernier devint blême. Je ne sais pas comment elle est arrivée là, balbutia-t-il, visiblement paniqué, mais ce n'était qu'un début. Flora Ackroyd, jusqu'alors silencieuse, explosa soudainement. « Vous mentez tous, vous mentez depuis le début !» cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Personne ici ne dit la vérité. » Cette explosion d'émotions marqua un tournant crucial dans l'enquête. Les mensonges, longtemps dissimulés derrière des sourires polis et des regards innocents, éclataient au grand jour. Chaque personnage devait maintenant affronter ses propres démons, conscient que la vérité, aussi cruelle soit-elle, finirait par émerger. Ce troisième chapitre marque donc une étape décisive dans l'affaire. Les ombres du passé de Roger. Ackroyd se dissipe lentement, révélant des liens inattendus et des motivations cachées. Avec Hercule Poirot à la barre, chaque indice sera minutieusement examiné, chaque mot pesé, chaque geste interprété. Mais déjà, on sent que cette affaire cache bien plus que ce que les apparences laissent supposer. Chapitre 4. La vérité sous silence. La réunion dans le salon de la maison Ackroyd avait laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qui y avaient assisté. Les masques étaient tombés, les mensonges avaient été dévoilés, et chaque personnage semblait désormais incapable de cacher ses véritables intentions. Hercule Poirot, quant à lui, observait la scène avec une attention redoublée, notant chaque expression faciale, chaque hésitation dans les propos. Flora Ackroyd, après son explosion émotionnelle, s'était retirée dans sa chambre, visiblement bouleversée. Mais avant de partir, elle avait murmuré une phrase qui n'avait pas échappé à Poirot. « Il y a des choses que je ne peux pas dire. Pas encore. » Ces mots, chargés d'une signification profonde, intriguaient le détective belge, qui sentait que Flora cachait peut-être bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ralph Paton, pour sa part, semblait avoir perdu toute contenance. Acculé par les preuves contre lui, les lettres compromettantes, son désespoir financier avéré, il se tenait debout, les poings serrés, comme prêt à frapper ou à fuir. Pourtant, malgré son apparente culpabilité, quelque chose dans son attitude trahissait une innocence possible. Poirot, expert en psychologie humaine, nota cette dualité avec intérêt. Geoffrey Raymond, quant à lui, restait silencieux, mais son silence était lourd de sous-entendus. La clé découverte dans son appartement constituait une pièce maîtresse du puzzle, et pourtant, il refusait toujours d'en parler. Lorsque Poirot insista pour obtenir des explications, Geoffrey répondit simplement « Je ne peux pas vous dire ce que vous voulez savoir. Pas maintenant. » Ses réactions diverses et contradictoires
forçait Poirot à reconsidérer constamment ses hypothèses. Il était convaincu que chaque protagoniste dissimulait quelque chose, mais la question restait posée. Jusqu'où ces secrets pouvaient-ils aller? Et surtout, quel lien avait-il avec le meurtre de Roger Ackroyd? Dans cette optique, Poirot décida de se concentrer davantage sur les relations passées de la victime. Son enquête le mena à la découverte d'un épisode troublant de la vie de Roger Ackroyd. Quelques années plus tôt, il avait été impliqué dans une affaire judiciaire liée à des investissements frauduleux. Bien que cette affaire eût été étouffée rapidement, certains de ses anciens associés semblaient nourrir une rancune tenace à son encontre. L'un d'eux, un homme nommé Edward Blake, vivait toujours dans la région et entretenait des relations tendues avec les habitants de Kings Abbot. Intrigué, Poirot organisa une rencontre avec Edward Blake. Ce dernier, un homme corpulent aux traits marqués par l'amertume, accepta de répondre à ses questions, bien que de mauvaise grâce. « Roger Ackroyd m'a ruiné », gronda-t-il, les yeux brillants de colère. « Il a pris tout ce que j'avais et m'a laissé sans rien. Je ne suis pas un assassin, mais je ne peux pas dire que je pleure sa mort. » Cette confession, bien que choquante, apportait un nouvel élément à l'enquête. Si Edward Blake n'était pas directement responsable du meurtre, il pourrait néanmoins être lié à des personnes ayant des motifs similaires. Poirot nota soigneusement cette information, ajoutant une nouvelle couche à son analyse complexe. Pendant ce temps, le docteur Shepard, fasciné par l'évolution de l'enquête, continua à observer les protagonistes avec un regard aiguisé. Dans son journal, il écrivit « Chaque jour, cette affaire devient plus mystérieuse. Les apparences sont trompeuses et chaque mot semble dissimuler une vérité plus grande. Poirot est incroyablement perspicace, mais même lui semble parfois déconcerté par la profondeur des secrets qui entourent ce crime. » Les jours suivants furent marqués par une série de découvertes inattendues. Dans le bureau de Roger Ackroyd, Poirot retrouva un carnet secret contenant des notes cryptiques sur plusieurs individus. Parmi elles figurait une mention récurrente « Elle doit être arrêtée ». Cette phrase, accompagnée d'un prénom féminin, Clara, attira immédiatement l'attention du détective. Qui était cette Clara et pourquoi Roger Ackroyd semblait-il si obsédé par elle? L'enquête mena Poirot à une femme du village, Clara Halliday, une veuve discrète connue pour sa générosité et sa bonté. Lorsqu'il la rencontra, elle parut sincèrement surprise par les accusations implicites pesant contre elle. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire », dit-elle calmement. « Roger Ackroyd et moi étions amis, rien de plus. » Mais lorsque Poirot mentionna certaines transactions financières suspectes impliquant Roger Ackroyd, son attitude changea subtilement. Elle devint nerveuse, évitant son regard, et finit par avouer qu'elle avait effectivement reçu de l'argent de Roger Ackroyd, bien qu'elle ignorât la provenance exacte de ses fonds. Cette révélation ajoutait encore plus de complexité à l'affaire. Les relations financières troubles de Roger Ackroyd semblaient s'étendre bien au-delà de ce que l'on imaginait initialement. Chaque nouvelle piste ouvrait la porte à de nouvelles interrogations, forçant Poirot à remonter toujours plus loin dans le passé. Mais ce n'était pas tout. Une autre découverte vint bouleverser l'enquête. Dans le coffre-fort du bureau de Roger Ackroyd, Poirot trouva une enveloppe scellée contenant une lettre adressée à Flora Ackroyd. Intrigué, il demanda l'autorisation de l'ouvrir, expliquant que cela pourrait être crucial pour résoudre le mystère. À l'intérieur, la lettre révélait un secret familial explosif. Roger Ackroyd reconnaissait publiquement que Flora n'était pas la fille biologique de son défunt mari, mais plutôt le fruit d'une relation extra-conjugale qu'il avait eue des années plus tôt. Cette révélation secoua Flora jusqu'à la moelle. Lorsqu'elle lut la lettre, elle s'effondra en larmes, accusant Roger Ackroyd de l'avoir manipulée pendant toutes ces années. « Il savait combien j'avais besoin de stabilité », murmura-t-elle, « et il a utilisé cela contre moi. » Cette confession, bien que bouleversante, apportait une lumière nouvelle
sur les motivations possibles du meurtre. Si Roger Ackroyd avait décidé de révéler ce secret juste avant sa mort, cela aurait pu provoquer une réaction violente de la part de l'une des personnes concernées. Le 4e chapitre marque donc un tournant crucial dans l'affaire. Les vérités enfouies émergent lentement, révélant des liens familiaux brisés, des dettes morales impayées et des secrets qui auraient pu conduire au drame. Avec Hercule Poirot à la barre, chaque indice sera minutieusement examiné, chaque mot pesé, chaque geste interprété. Mais déjà, on sent que cette affaire cache bien plus que ce que les apparences laissent supposer. Chapitre 5. Le dernier témoignage. La maison Ackroyd semblait vibrer d'une énergie électrique, comme si chaque mur retenait des secrets trop longtemps enfouis pour être ignorés davantage. Les protagonistes de cette tragédie humaine étaient maintenant conscients que leur vie allait basculer selon les conclusions de l'enquête. Hercule Poirot, quant à lui, sentait que le moment était venu de rassembler toutes les pièces du puzzle. Chaque indice, chaque parole prononcée jusqu'à présent devait trouver sa place dans une image cohérente. C'est ainsi qu'il organisa une nouvelle réunion dans le salon de la maison, invitant tous les suspects à assister à ce qui pourrait être considéré comme la dernière confrontation avant la résolution finale. L'atmosphère était tendue, presque palpable, et chacun savait que les mots qui seraient échangés ici auraient un impact déterminant sur leur avenir. Le docteur Shepard, toujours fidèle observateur, nota dans son journal « Ce soir, quelque chose va se briser. Soit la vérité éclatera enfin, soit nous serons plongés dans un abîme de mensonges encore plus profond. » Poirot commença par rappeler les faits principaux de l'affaire, détaillant méthodiquement chaque découverte importante depuis le début de l'enquête. Il mentionna les lettres compromettantes trouvées dans le bureau de Roger Ackroyd, la clé mystérieuse découverte chez Geoffrey Raymond, ainsi que la lettre explosive adressée à Flora Ackroyd. Chaque détail semblait désormais avoir une importance capitale, mais ce fut lorsque Poirot évoqua les relations financières troubles de Roger Ackroyd que l'attention de tous se focalisa pleinement. « Il est clair que notre victime avait des secrets bien gardés », expliqua-t-il calmement, ses yeux perçants passant de l'un à l'autre des participants. « Des dettes morales, des transactions douteuses, tout cela forme un tableau complexe, mais il y a encore des zones d'ombre. » C'est alors qu'une voix inattendue s'éleva dans la pièce. Mrs. Ferrars, la gouvernante austère qui avait jusqu'alors gardé un silence religieux, prit la parole pour la première fois depuis le début de l'enquête. « Je dois dire quelque chose, » murmura-t-elle, visiblement troublée. « Quelque chose que j'aurais dû avouer dès le début. » Tous les regards convergèrent vers elle. Sa confession allait au-delà de tout ce que quiconque aurait pu imaginer. Elle révéla que Roger Ackroyd l'avait engagée non seulement comme gouvernante, mais aussi comme confidente. « Il me parlait souvent de ses remords », continua-t-elle, les mains tremblantes. « Il avait peur que certains de ses anciens associés ne découvrent ce qu'il avait fait. Et il craignait surtout une seule personne. Cette personne, selon Mrs. Ferrars, n'était autre que Clara Halliday, la veuve dont on venait juste de découvrir les liens financiers troubles avec Roger Ackroyd. Il pensait qu'elle pourrait chercher à se venger, ajouta Mrs. Ferrars. Elle savait beaucoup de choses sur lui, des choses qu'il ne voulait pas que le monde entier apprenne. Cette révélation jeta un froid glacial dans la pièce. Tous les yeux se tournèrent vers Clara Halliday, qui jusque-là avait paru innocente et sincère. Face à ces accusations, elle resta silencieuse pendant quelques secondes, puis éclata soudainement en sanglots. « Je n'ai jamais voulu lui faire du mal », protesta-t-elle. « Roger m'a aidé quand personne d'autre ne le faisait. Je ne comprends pas pourquoi il pensait que je pourrais le trahir. » Pendant ce temps, Ralph Patton, qui avait suivi la conversation avec attention, intervint à son tour. « Et moi ?» demanda-t-il, la voix empreinte d'amertume. « Vous oubliez que j'avais des raisons valables de le haïr, mais je ne suis pas un meurtrier. » Son ton trahissait une frustration profonde, mêlée à une pointe de désespoir.
Poirot, imperturbable, continua à assembler les pièces du puzzle. Il mentionna ensuite une observation cruciale, la position exacte du corps de Roger Ackroyd lorsqu'il avait été découvert. Il était allongé sur le sol, une main tenant encore la lettre qu'il avait reçue ce soir-là, expliqua-t-il. Cette lettre contenait-elle un secret capable de bouleverser sa vie? Ou bien était-elle simplement une diversion destinée à masquer la véritable raison de son meurtre? Ces questions soulevèrent un tollé général. Chacun essayait de comprendre comment ces informations pouvaient s'imbriquer les unes dans les autres pour former une vérité complète. Mais Poirot n'avait pas encore terminé. Il sortit alors une feuille de papier de sa poche, sur laquelle figuraient plusieurs noms accompagnés de notes manuscrites. Ces noms représentaient les personnes impliquées dans l'affaire, ainsi que leur motivation potentielle. « Regardez bien, dit-il, montrant la liste aux participants. Chacun d'entre vous a un lien avec Roger Ackroyd, que ce soit familial, financier ou personnel. Chacun d'entre vous avait une raison de le haïr, ou peut-être même de l'aimer. Mais il y a une chose que vous semblez tous ignorer. La vérité peut être cachée dans les endroits les plus inattendus. » C'est alors que le détective fit une annonce qui figea tous les présents. « Il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore parlé, » dit-il calmement. « Quelqu'un qui a joué un rôle crucial dans cette affaire sans que personne ne s'en rende compte. » Les regards se portèrent immédiatement vers Geoffrey Raymond, qui jusque-là avait conservé un silence prudent. Mais Poirot secoua doucement la tête. « Non, pas Geoffrey, précisa-t-il. Bien que ses actions soient suspectes, elles ne sont pas celles d'un meurtrier. » Un murmure parcourut la pièce. Alors, qui était-ce? Qui restait dans l'ombre? C'est alors que Poirot posa les yeux sur le docteur Shepard. Ce dernier, surpris, recula instinctivement. « Moi ?» balbutia-t-il incrédule. « Je n'ai rien à voir avec tout cela. » Mais Poirot hocha gravement la tête. « Au contraire, répondit-il, vous avez joué un rôle central dans cette affaire, bien que personne ne l'ait remarqué. Votre proximité avec les événements, votre accès facile à certaines informations, tout concorde. » Le silence qui suivit fut pesant, chargé d'une tension presque insoutenable. Le docteur Shepard, visiblement choqué, tenta de nier les accusations, mais Poirot était déjà passé à l'étape suivante. Il expliqua comment certaines preuves avaient été manipulées, comment des indices avaient été intentionnellement dissimulés pour diriger l'enquête vers des pistes erronées. Le 5e chapitre marque donc un tournant radical dans l'affaire. La vérité, longtemps dissimulée derrière des apparences trompeuses, commence enfin à émerger. Avec Hercule Poirot à la barre, chaque indice sera minutieusement examiné, chaque mot pesé, chaque geste interprété. Mais déjà, on sent que cette affaire cache bien plus que ce que les apparences laissent supposer. Chapitre 6. L'éclaircie fatale. Le silence qui suivit l'accusation de Poirot fut d'une intensité presque palpable. Tous les regards étaient braqués sur le docteur Shepard, dont le visage avait pâli sous le poids des implications. Les accusations portées contre lui semblaient incroyables. Pourtant, chaque mot de Poirot semblait empreint d'une certitude indiscutable. Le détective belge, debout au centre du salon, continua son raisonnement sans se départir de sa calme assurance. « Vous avez tout entendu, » dit-il en fixant Shepard droit dans les yeux. « Les preuves sont là, même si elles ont été habilement dissimulées. Vous aviez accès au lieu du crime, vous connaissiez les habitudes de Roger Ackroyd, et surtout, vous aviez un mobile. » Le docteur Shepard, visiblement secoué, tenta de se défendre. « C'est absurde !» protesta-t-il, la voix tremblante. « Je n'ai jamais eu l'intention de nuire à personne. » Poirot hocha doucement la tête, comme s'il comprenait ses émotions, mais restait imperturbable. « Peut-être pas au début, » répondit-il, « mais les choses ont changé. Vos actions, bien que subtiles, ont conduit à ce drame. Et maintenant, il est temps de tout révéler. » La pièce était plongée dans une atmosphère électrique. Chaque protagoniste semblait suspendu aux lèvres de Poirot, attendant la suite avec une angoisse croissante.
Flora Ackroyd, toujours bouleversée par les révélations concernant son origine familiale, observait la scène avec une incrédulité mêlée de soulagement. Ralph Payton, quant à lui, paraissait soulagé d'être enfin lavé de tout soupçon, mais son regard trahissait une profonde curiosité quant à ce qui allait suivre. Poirot reprit alors la parole, détaillant méthodiquement les événements qui avaient mené à cette situation. Il expliqua comment certaines pièces du puzzle avaient été intentionnellement manipulées pour détourner l'attention des enquêteurs. La lettre anonyme envoyée à la police locale, par exemple, avait été conçue pour orienter les soupçons vers Geoffrey Raymond. De même, les lettres compromettantes découvertes dans le bureau de Roger Ackroyd avaient été placées là avec soin, afin de faire peser injustement des accusations sur Ralph Payton. Mais ce n'était pas tout. Poirot révéla également qu'une clé décisive avait été retrouvée dans l'appartement de Geoffrey Raymond, non par hasard, mais parce qu'elle y avait été déposée intentionnellement. Cette découverte avait été planifiée pour discréditer le secrétaire et masquer les véritables motivations du meurtre. « Cela ne prouve rien !» s'écria Shepard, tentant désespérément de sauver les apparences. « Vous n'avez aucune preuve concrète. » Poirot sourit légèrement, comme s'il savourait la victoire imminente. « Au contraire, » répondit-il calmement, « j'ai une preuve irréfutable. » Il sortit alors une enveloppe de sa poche intérieure et la posa sur la table devant lui. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, signée de la main même de Roger Ackroyd. Dans cette missive, la victime confessait avoir reçu des menaces récentes, des menaces venant d'une personne proche, quelqu'un en qui il avait confiance aveuglément. Ce document a été trouvé dans le coffre-fort de Roger Ackroyd, expliqua Poirot. Il mentionne explicitement votre nom, Dr Shepard. Il semble que Roger Ackroyd ait découvert quelque chose que vous ne vouliez pas qu'il révèle. Cette révélation jeta un froid glacial dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers Shepard, qui semblait désormais incapable de nier les faits. Son visage blême trahissait une lutte intérieure entre culpabilité et désespoir. Mais pourquoi? Pourquoi? Aurait-il commis un tel acte? Poirot répondit à cette question avant même qu'elle soit posée. « L'argent, bien sûr, dit-il. Roger Ackroyd avait appris que vous étiez impliqué dans certaines transactions frauduleuses, liées à son ancienne affaire judiciaire. Il menaçait de divulguer ces informations au grand jour, mettant ainsi fin à vos chances de reconstruire votre réputation. Vous avez paniqué, et dans un moment de colère, vous avez décidé de le faire taire définitivement. » Le docteur Shepard baissa la tête, incapable de soutenir les regards accusateurs des autres. « Je regrette, » murmura-t-il. « Enfin, je ne voulais pas que cela arrive, mais il m'a laissé aucun choix. » Ces mots, bien que pleins de remords apparents, ne suffisaient pas à effacer l'horreur de son geste. La vérité avait éclaté, révélant une facette sombre de l'homme autrefois respecté par tous. Pendant ce temps, Flora Ackroyd, encore sous le choc des révélations concernant son origine, semblait chercher un sens à tout cela. « Pourquoi nous a-t-il menti pendant toutes ces années ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Pourquoi n'a-t-il pas simplement accepté la vérité ?» Poirot répondit avec douceur. « Parce que la vérité peut être douloureuse, mademoiselle. Roger Ackroyd a choisi de protéger ceux qu'il aimait, même si cela signifiait porter seul le poids de ses erreurs. Mais parfois, le fardeau devient trop lourd à porter. » Les jours suivants furent marqués par une ambiance lourde et morne. Les habitants de Kings Abbot, bien que soulagés que justice soit faite, étaient encore choqués par la complexité des relations humaines qui avaient conduit à ce drame. Chacun repensait aux apparences trompeuses, aux secrets enfouis et aux conséquences involontaires de leurs propres actions. Le 6e chapitre marque donc une étape cruciale dans l'affaire. La vérité, longtemps dissimulée derrière des mensonges élaborés, a enfin vu le jour. Avec Hercule Poirot à la barre, chaque indice a été minutieusement examiné, chaque mot pesé, chaque geste interprété. Mais déjà, on sent que cette affaire cache encore quelques surprises. Chapitre 7.
les dernières pièces du puzzle. La maison Ackroyd semblait enfin respirer une certaine tranquillité, bien que l'atmosphère restât empreinte d'une gravité indéniable. La vérité sur le meurtre de Roger Ackroyd avait éclaté, au grand jour, révélant des secrets enfouis et des motivations complexes. Pourtant, Hercule Poirot, toujours vigilant, sentait qu'il manquait encore quelques détails pour achever complètement le tableau. Le détective belge décida donc de consacrer ses derniers efforts à clarifier certains points demeurés obscurs. Parmi eux figurait notamment la question des relations financières troubles impliquant Roger Ackroyd et plusieurs individus du village. Si Edward Blake et Clara Hallyday avaient déjà avoué leur lien avec la victime, il restait encore des zones d'ombre concernant les montants exacts des transactions et leurs implications potentielles. Poirot organisa ainsi une série d'entretiens brivés avec chacun des protagonistes principaux, espérant obtenir des informations supplémentaires qui pourraient éclaircir ces derniers mystères. Lors de sa rencontre avec Edward Blake, il découvrit une nouvelle facette de l'affaire. Blake, bien que toujours amer envers Ackroyd, admit avoir tenté de négocier un règlement financier avant le drame. « Il m'avait promis de me rembourser », expliqua-t-il, « mais je savais qu'il jouait avec moi. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais j'étais prêt à tout pour récupérer mon argent. » Cette confession ajoutait une nouvelle dimension aux motivations possibles derrière le crime. Bien que Blake ne soit pas directement responsable du meurtre, son implication dans les affaires frauduleuses de Roger Ackroyd prouvait que la victime avait été prise dans un réseau complexe de dettes et de rancunes. Ensuite, Poirot s'entretenut avec Clara Hallyday, dont les relations avec Ackroyd étaient désormais mieux comprises. Elle confirma que l'argent qu'elle avait reçu provenait effectivement de transactions douteuses, mais insista sur le fait qu'elle ignorait leur nature exacte. « Roger m'a aidé sans poser de questions, » dit-elle, les yeux embués de larmes. « Je ne pensais jamais qu'il pourrait être mêlé à quelque chose de si grave. » Ces deux témoignages permirent à Poirot de reconstituer une image plus complète des activités financières de Roger Ackroyd. Il devint clair que la victime avait passé les dernières années de sa vie à tenter de couvrir ses erreurs passées, tout en protégeant ceux qu'il aimait, même au prix de son propre bonheur. Mais ce n'était pas tout. Une dernière pièce du puzzle attendait encore d'être découverte. Dans le coffre-fort de Roger Ackroyd, Poirot trouva une série de documents compromettants concernant d'autres personnes du village, des preuves tangibles de leur implication dans les affaires frauduleuses. Ces documents, bien qu'incriminants, n'avaient jamais été divulgués publiquement, car Ackroyd semblait les avoir utilisés comme moyen de pression pour maintenir le silence autour de ses propres fautes. Lorsque Poirot révéla cette découverte, lors d'une réunion finale avec tous les protagonistes, l'effet fut dévastateur. Chaque personne présente se retrouva confrontée à ses propres responsabilités, obligée de reconnaître son rôle, aussi minime soit-il, dans la spirale de mensonges qui avait conduit au meurtre. « Vous voyez, » conclut Poirot calmement, « chaque secret, chaque mensonge, chaque omission a contribué à ce drame. Roger Ackroyd portait seul le poids de ses erreurs, mais il était entouré de gens qui, de manière consciente ou non, ont participé à sa chute. » Flora Ackroyd, profondément touchée par ces mots, demanda alors ce qu'il adviendrait maintenant. « Les coupables seront punis, » répondit Poirot avec fermeté. « Mais surtout, il est important que nous apprenions de cette tragédie. Les apparences, elles peuvent être trompeuses, mais la vérité finit toujours par émerger. » Ralph Patton, lavé de tout soupçon, sembla retrouver un peu de sérénité. Geoffrey Raymond, bien que disculpé, resta silencieux, visiblement affecté par les événements. Quant au docteur Shepard, il fut arrêté peu après, incapable de nier davantage sa culpabilité. Le 7e chapitre marque donc une étape décisive dans l'affaire. Toutes les pièces du puzzle sont désormais en place, formant un tableau complet des motivations, des erreurs et des conséquences qui ont mené au meurtre de Roger Ackroyd. Avec Hercule Poirot à la barre, chaque indice a été minutieusement examiné, chaque mot pesé, chaque geste interprété. Mais déjà,
on sent que cette affaire laisse derrière elle des leçons importantes. Chapitre 8. La lumière après l'ombre. Les jours qui suivirent l'arrestation du docteur Shepard furent marqués par une atmosphère lourde, mais nécessairement apaisante. Les habitants de Kings Abbott, bien que bouleversés par les révélations concernant le meurtre de Roger Ackroyd, semblaient enfin prêts à tourner la page. Chacun des protagonistes, confronté à ses propres erreurs ou vérités enfouies, cherchait désormais un chemin vers la rédemption et la reconstruction. Hercule Poirot, quant à lui, demeurait fidèle à son rôle de guide dans cette quête collective. Assis confortablement dans le salon du docteur Shepard, désormais dépourvu de son propriétaire, il prenait plaisir à observer comment chaque personnage évoluait face aux conséquences de cette tragédie humaine. La vérité, disait-il, souvent peut être dure, mais elle est aussi libératrice. Flora Ackroyd, après avoir digéré la révélation sur ses origines familiales, semblait sereine malgré tout. Elle avait accepté la réalité de sa situation avec une maturité impressionnante, reconnaissant que ses liens avec Roger Ackroyd étaient fondés sur autre chose que le sang. « Il a fait ce qu'il pensait être juste », expliqua-t-elle un jour à Poirot, même si cela signifiait porter seul le poids de ses erreurs. Cette compréhension profonde permit à Flora de commencer un nouveau chapitre de sa vie sans ressentiment ni amertume. Ralph Patton, lavé de tout soupçon, retrouva peu à peu sa place dans la communauté. Bien qu'il restât endetté, il décida de reprendre pied en travaillant dur pour rembourser ses dettes. Avec l'aide de Flora, qui lui accorda une partie de l'héritage légué par Roger Ackroyd, il entreprit de reconstruire sa vie, espérant effacer l'image négative qu'on avait longtemps eue de lui. « Je ne peux pas changer le passé », avoua-t-il un soir à Poirot, « mais je peux choisir mon futur. » Geoffrey Raymond, quant à lui, choisit de quitter la maison Ackroyd pour poursuivre une carrière indépendante. Libéré du fardeau des accusations, injustifiées pesant contre lui, il décida de se concentrer sur ses ambitions personnelles. Avant de partir, il remercia sincèrement Poirot pour son rôle dans l'enquête. « Je ne savais pas combien il était important d'être innocenté, » confia-t-il, « jusqu'à ce que vous me donniez cette chance. » Mrs. Ferrars, la gouvernante silencieuse mais essentielle, continua à veiller sur la maison avec autant de dévouement qu'avant. Si elle portait encore en elle les secrets partagés avec Roger Ackroyd, elle semblait désormais plus légère, comme si sa confession avait dissipé une partie de ses remords. « Il voulait protéger tout le monde », murmura-t-elle un jour au détective belge, même s'il devait sacrifier sa propre paix. Edward Blake, de son côté, tenta de redresser sa situation financière grâce aux informations divulguées lors de l'enquête. Bien que toujours amer envers Ackroyd, il admit avoir appris une leçon précieuse. Les mensonges peuvent nous sauver temporairement, mais ils finissent toujours par nous rattraper. Quant à Clara Halliday, elle utilisa l'argent reçu honnêtement de Roger Ackroyd pour bâtir un projet communautaire destiné à aider ceux dans le besoin. Ce geste symbolique représentait non seulement sa reconnaissance envers Ackroyd, mais aussi son désir de contribuer positivement à la société. Pendant ce temps, Hercule Poirot préparait son départ de Kings Abbott. Satisfait d'avoir résolu une affaire complexe, il éprouvait néanmoins une certaine nostalgie en songeant au personnage qu'il allait laisser derrière lui. Dans un dernier entretien avec Flora Ackroyd, il lui offrit quelques mots de sagesse. « Souvenez-vous, mademoiselle, que les erreurs font partie de la vie. Ce qui compte, c'est comment nous choisissons de les corriger. » Le jour de son départ arriva rapidement. Accompagné par un vent doux et une lumière dorée baignant les collines verdoyantes, Poirot monta dans son train, prêt à affronter de nouvelles aventures. Mais avant de quitter définitivement Kings Abbott, il jeta un dernier regard vers la maison Ackroyd, symbole de cette enquête labyrinthique qui avait changé tant de vies. Le 8e chapitre marque donc la conclusion de cette histoire.
Les protagonistes ont trouvé leur chemin vers la rédemption, apprenant que même les ombres les plus sombres peuvent céder devant la lumière de la vérité. Avec Hercule Poirot à la barre, chaque indice a été minutieusement examiné. Chaque mot pesé, chaque geste interprété. Et maintenant, alors que le train s'éloigne lentement, emportant avec lui les dernières traces de cette intrigue captivante, on sent que la vie continue, paisible et pleine d'espoir. Chers amis, nous espérons que cette histoire vous a transporté dans un monde de mystères et de réflexions, tout en vous offrant un moment de détente et de calme. Comme Hercule Poirot l'a si bien dit, la vérité peut être dure, mais elle est aussi libératrice. Aujourd'hui, nous avons voyagé ensemble à travers les secrets et les ombres pour découvrir que même après les tempêtes les plus sombres, la lumière finit toujours par se frayer un chemin. Maintenant que cette enquête est résolue et que nos personnages ont trouvé leur chemin vers la paix, il est temps pour vous aussi de fermer les yeux et de laisser ces dernières images s'effacer. Doucement, que cette histoire reste avec vous comme une invitation à trouver votre propre lumière intérieure, peu importe les défis que la vie peut apporter. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures. Et surtout, faites de beaux rêves. À bientôt, dans un autre récit qui vous emportera vers des horizons encore plus lointains. Bonne nuit et que le sommeil soit votre plus fidèle compagnon.